et je suis très heureux. Ah bah oui, voilà, en français. Euh, et donc voilà, nous allons parler de langue française, mais pas que. Et voilà, c'est très bienvenue en tout cas à vous pour cette soirée à l'Institut français. Et je vous propose de vous passer le micro. Merci. Merci. Euh, chers amis, chers collègues, on m'a recommandé de ne pas lire mon papier. Mais en tant qu'interprète de conférence, vous devez savoir que malheureusement, on a une mémoire très courte. Donc, je n'ai pas pu retenir tout ce que j'avais écrit et je vais lire, je vais me fier à mon papier en tout cas. Voilà. C'est pour moi aussi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence organisée par notre groupement des interprètes et traducteurs de Tunisie et l'Institut français de Tunis. Je suis très heureuse que cet événement, au thème aussi important, ait pu nous réunir. Cet événement fait partie d'une série de rencontres que le groupement des interprètes et traducteurs de Tunisie souhaite organiser autour d'un sujet qui touche au cœur de notre profession, la langue, la maîtrise de la langue, la communication. Et nous sommes très heureux d'entamer cette série avec la langue française et en étroite collaboration avec l'IFT, que nous remercions chaleureusement et qui nous prête très gentiment ce très bel espace. Nous organiserons d'autres événements de ce type autour de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, de l'arabe, de l'allemand. J'aimerais juste revenir maintenant sur le rôle de... Je vais me demander qu'il y ait une diapositive sur le rôle de l'interprète et du traducteur. C'est bon, merci. Euh, Avant d'entamer notre conférence intitulée Le français, langue pivot et compétences stratégiques, la Tunisie au cœur des échanges, le rôle de l'interprète consiste donc à faciliter la communication orale entre des personnes parlant différentes langues en restituant aussi fidèlement que possible le message de l'orateur dans une autre langue. Contrairement au traducteur qui travaille sur des textes écrits, l'interprète doit rendre un discours oral en temps réel, sans possibilité de retour en arrière. L'interprète joue donc un rôle essentiel dans la communication interculturelle en permettant à des personnes différentes, de différentes langues et cultures, de se comprendre et d'échanger efficacement. Alors, où en est la langue française en Tunisie? C'est un sujet à la fois sensible et essentiel, car il soulève des questions qui dépassent le simple cadre linguistique, puisque cela touche notre identité, notre rapport au monde, notre histoire et bien entendu notre avenir professionnel. Il s'agit d'une question très importante à laquelle tâcheront de répondre nos trois excellents intervenants. Tout d'abord, Madame Ahlem Archicha, présidente du groupement des interprètes et traducteurs de Tunisie, puis Monsieur Fabrice Rousseau, directeur de l'IFT, et Madame Célestine Bianchetti, attachée de coopération pour le français à l'IFT. Et la langue française, nous le savons, occupe une place particulière dans le paysage linguistique tunisien. Or, cette place évolue face à la montée de l'anglais, aux politiques linguistiques changeantes, aux choix stratégiques des entreprises et des institutions. Nous sommes amenés à réfléchir. Quelles opportunités, mais également quels défis cela représente-t-il pour nous, professionnels de la traduction et de l'interprétation? Nous souhaitons également que cette rencontre soit un espace d'échange et je vous invite à poser vos questions après ou vos commentaires, à faire part de vos commentaires après chaque intervention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et je donne immédiatement la parole à notre première intervenante, Madame Ahlem Marchicha, interprète de conférence et présidente de notre groupement des interprètes et traducteurs de Tunisie. Bonsoir tout le monde. Je suis navrée de ne pouvoir être avec vous ce soir. J'aurais voulu. La santé en a décidé autrement, donc je suis là quand même à distance avec vous. Je vais partager avec vous ma présentation. Je la mets à l'écran là tout de suite. Si vous voulez bien patienter 2 minutes.
Alors, le choix du thème était un peu particulier cette fois-ci. Comme l'a expliqué Nedia, nous avons commencé à organiser une série de rencontres sur différentes compétences. On va commencer par les compétences linguistiques. Et donc, nous démarrons ce cycle avec la langue française, qui est effectivement pour nous un capital à valoriser pour la Tunisie au niveau de la région, mais aussi au niveau international. Alors, pourquoi le français? Le français, effectivement, il occupe une place particulière en Tunisie, dans l'enseignement, dans l'histoire, dans les affaires, dans notre vie au quotidien également. Nous allons commencer par un petit parcours historique. La Tunisie, bien sûr, parle français, mais le français est parlé dans le monde entier. Donc, nous voyons que le français, aujourd'hui, est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 320 millions de personnes qui parlent le français dans le monde. C'est la deuxième langue étrangère apprise dans le monde, avec environ 140 personnes qui l'apprennent aujourd'hui. Le français est présent sur 5 continents. C'est la langue officielle de 32 pays. Il est parlé effectivement en Afrique. Et aujourd'hui, on estime que 60% des personnes francophones vivent en Afrique. En Europe, bien sûr, on pense forcément à la France, mais en fait, le français est également la langue officielle en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et à Monaco. En Amérique, le Québec, bien sûr, la région du Canada, Haïti, les territoires d'outre-mer, mais le français est également présent aux États-Unis et dans quelques poches, on va dire, en Amérique latine. On a Asie et Océanie également, où nous retrouvons le français au niveau du Liban, au Vietnam, puisque c'est une langue de culture et aussi qui est utilisée en matière juridique pour des raisons historiques. Bien sûr, le français est parlé en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. Tout cela pour vous donner une idée, une notion de l'importance et de la place que prend le français aujourd'hui dans le monde. Il ne s'agit pas juste de la langue de la France. Ça représente beaucoup plus comme potentiel aujourd'hui. Alors, j'essaie de faire avancer ma présentation. Alors, quelle porte ouvre le français aujourd'hui dans le monde? La langue française ouvre la porte de plusieurs organisations dans le monde. On peut parler des Nations Unies, effectivement, puisque le français continue à être une langue officielle pour les Nations Unies. C'est une langue officielle pour l'Union européenne, avec la Commission européenne, effectivement. L'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, mais également la Cour internationale de justice, l'Organisation mondiale du commerce et beaucoup d'autres organisations. Alors, le français en Tunisie. En Tunisie, nous avons un héritage linguistique qui est très important. La Tunisie a parlé beaucoup de langues au cours de son histoire. On reprend à l'Antiquité, nous avions la langue amazigh, qui était la langue officielle et qui reste présente jusqu'à aujourd'hui, mais dans des poches, vraiment dans des zones géographiques un peu isolées.
Djerba, les montagnes du sud-ouest tunisien. À la période punique, nous retrouvons la langue punique, c'est-à-dire la langue de Carthage, qui devient la langue du commerce et de l'administration. Nous traversons après la période romaine, bien sûr, avec le latin. Il y a un micro ouvert, je crois, dans la salle. L'Empire byzantin avec le grec. Ensuite vient la conquête arabo-islamique avec la langue arabe qui domine, qui devient la langue de l'administration, de l'éducation, du pouvoir politique. Mais on retrouve toujours d'abord la langue amazigh, mais d'autres langues qui restent un petit peu et que nous retrouvons après dans l'héritage et le patrimoine linguistique. Vient le protectorat français à l'arrivée de la langue française qui devient de nouveau la langue du pouvoir, la langue de l'administration. Après, nous avons l'indépendance et là, l'arabe est la langue officielle de la Tunisie, mais il y a le bilinguisme qui reste avec la langue française. Tout cela pour dire que c'est vrai que la Tunisie a parlé plusieurs langues dans l'histoire, mais ce n'est pas juste un historique, c'est un héritage, c'est un capital. La Tunisie a pu développer une compétence vraiment particulière, c'est-à-dire le multilinguisme. En Tunisie, on ne parle pas juste des langues étrangères. On vit avec les langues étrangères. On les utilise dans notre quotidien, on les retrouve au milieu de l'éducation, au milieu des affaires, dans la culture, dans les arts, en politique. C'est un véhicule qui existe et ça permet, c'était le fait que ça remonte à un tel historique, cela permet également d'avoir une capacité de s'adapter et d'être ouvert. Et aujourd'hui, l'une des compétences reconnues des professionnels tunisiens, que ce soit les interprètes ou les traducteurs, c'est cette facilité à naviguer entre les langues. C'est la facilité aussi d'apprendre des registres sonores différents, ce qui nous permet d'avoir pratiquement pas d'accent. Les professionnels tunisiens n'ont pas d'accent dans les langues qu'ils utilisent. Et ça fait que justement, nous sommes fortement en demande sur le marché régional, mais également international. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Cette phrase, je pense que tout le monde la connaît, pratiquement dans la salle, je suppose. Le français est notre butin de guerre. C'est ce que disait Kateb Yassine. Et je crois qu'en Tunisie, ce sont toutes les langues qui sont devenues notre butin de guerre. La force de la Tunisie dans l'histoire, au cours de son histoire, c'est d'avoir pu intégrer, absorber tous les mouvements, tous les courants qui sont venus. Tous les conquérants sont devenus au fait tunisiens. Nous avons intégré le capital linguistique de nos conquérants, leur patrimoine culinaire, leurs traditions, leurs métiers. Aujourd'hui, un Italien qui vient en Tunisie va se retrouver chez lui, un Français se retrouve chez lui, un Turc se retrouve chez lui. Et en fait, on les absorbe. Et donc, on a absorbé également le contenu. Et c'est ça notre butin de guerre. Ce n'est pas juste le français, mais c'est plus que le français. C'est vraiment ce multilinguisme que nous vivons et qui nous permet d'accéder à des opportunités qui ne sont pas forcément disponibles pour les autres. Alors, pour nous, pour les professionnels des langues, pour les professionnels francophones en particulier, aujourd'hui, le marché mondial de la traduction et de l'interprétation pèse plusieurs milliards de dollars, avec une part significative pour les pays francophones du Sud. On a vraiment une croissance du marché du français dans les métiers de langue. Ça, c'est indéniable. En Tunisie, le marché est assez dynamique, c'est vrai, on a beaucoup de demandes, mais il reste sous-structuré.
sous-structuré dans le sens d'avoir des choix stratégiques. Nous avons besoin de mieux anticiper les besoins du marché. Nous avons besoin de mieux anticiper les besoins des entreprises, des institutions et donc d'anticiper également en termes de formation, d'encadrement et de visibilité. On a vraiment un vivier considérable de professionnels pour les langues du français, de l'arabe et de l'anglais. Ce sont les trois principales langues du marché tunisien, mais il y en a beaucoup plus. Et nous avons aujourd'hui une demande en hausse pour le français, où le français a connu une période de recul un petit peu relativement, juste après la révolution tunisienne, avec une demande peut-être plus accrue pour la paire de langues anglais-arabe vu les circonstances qui nous entouraient, avec le marché libyen qui s'est un petit peu déplacé vers la Tunisie, avec la société civile, etc. Je crois que mes collègues arabophones présents seront d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, on a un retour réellement du français et on a un déficit avéré en confrères francophones. Là, je peux vous dire que cette semaine et la semaine prochaine et la semaine d'après, ils sont une période vraiment très chargée en termes de travail pour nous. Nous avons vraiment un manque de traducteurs et d'interprètes pour la langue française. Vous pouvez demander aux organisateurs d'événements, aux agences, aux confrères qui cherchent à constituer des équipes. On a besoin de personnes, de professionnels francophones. Donc, vraiment, le potentiel existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? La Tunisie peut réellement devenir un pôle régional de services linguistiques pour les besoins de la Tunisie, mais également pour les besoins de la région et même pour des besoins plus éloignés. Les compétences multilingues que nous avons, la proximité géographique et culturelle, le niveau de formation qui est élevé, ce sont des atouts sur lesquels on a besoin de capitaliser. Les interprètes et traducteurs francophones tunisiens sont en forte demande sur le marché local, comme je l'ai dit, mais également à l'étranger. Dans notre métier, pour pour le métier d'interprète, c'est un peu particulier. Quand on a des conférences multilingues où on va avoir trois, quatre langues, on a généralement ce qu'on appelle une cabine pivot. C'est-à-dire que c'est la langue, c'est la cabine qui va faire la première traduction et après donner du rendu sonore dans une langue précise pour que les autres cabines puissent travailler. C'est ce qu'on appelle la cabine pivot. C'est un peu technique, mais c'est ça. Et donc, pour la Tunisie, justement, au-delà du fait d'avoir cette cabine pivot, nous sommes un pays pivot. Nous sommes bon, là, je me permets un anglicisme pas très joli, mais nous pouvons devenir vraiment un hub avec des compétences pivot. C'est-à-dire que si on a un projet ou une conférence où on va avoir des participants espagnols, italiens, anglais, américains, arabes, il est difficile de trouver des paires de langues, par exemple. Vous allez difficilement trouver italien, anglais. Ce sera plus facile de trouver l'italien français. Et donc, c'est là que nous, on entre en jeu. Nos confrères francophones deviennent cette cabine pivot en présentiel ou alors en virtuel sur les Zooms et également pour les traductions écrites. Parce que généralement, quand on a un document qui est destiné à une audience internationale, il ne va pas être traduit vers une seule langue. Disons que nous allons avoir un document qui est écrit en anglais, il va être traduit en français, en arabe, en italien, en espagnol, etc., etc. Et donc là, encore une fois, on retrouve la langue française comme pivot dans tout ce travail. Donc, réellement, nous avons des opportunités à saisir pour collaborer en présentiel ou à distance sur des projets, des programmes, des événements qui visent des pays francophones, des régions francophones et surtout des participants francophones, à l'écrit comme à l'oral. Moi, je peux vous donner un exemple spécifique sur lequel je travaille moi. Je travaille sur un programme de renforcement de l'enseignement de la langue française dans le monde. Et
je peux vous assurer que le projet, il est exécuté par une agence canadienne à destination donc de pays francophones et d'enseignants francophones dans le monde. Ce n'est pas les Canadiens qui vont faire les présentations en français parce que personne ne les comprend avec leur accent. Donc, en fait, toutes les présentations pendant les conférences se font en anglais et moi et notre collègue, en particulier Sonia ici présente avec nous, on fait justement, on assure la cabine française sur ce type de projet et beaucoup d'autres exemples. Donc, vraiment, il faut saisir les opportunités, il faut regarder plus loin parce que le marché tunisien, certes, il est important, mais aujourd'hui, on a besoin de travailler sur la mobilité de nos compétences, la mobilité géographique, mais aussi virtuelle. Alors, comment avancer? Ce qu'on peut apporter, nous, en termes d'opportunités économiques et professionnelles potentielles, on a vraiment un potentiel qui est considérable, que ce soit pour nos collègues francophones, mais aussi grâce à eux, pour les institutions publiques et privées, pour les entreprises, les médias, les agences de communication, la société civile. Tout le monde produit du contenu oral, du contenu écrit. Toutes les organisations, toutes les entreprises. Vous vendez un paquet de biscuits, vous avez besoin d'en parler de votre paquet de biscuits. Donc, vous avez besoin de trouver les bons mots. Je peux vous donner un exemple que parfois les industriels ne prennent pas en compte au départ, mais qui devient un problème par la suite. Quand vous fabriquez votre paquet de biscuits, vous choisissez une marque. La marque, elle s'adresse à un marché spécifique. Vous allez choisir un nom en arabe. Vous allez l'écrire comment en français? Vous allez le traduire, vous n'allez pas le traduire. À quoi il correspond? Si votre produit porte un nom là, je parle pas uniquement de paquets de biscuits. Le paquet de biscuits, c'est juste à titre d'exemple. Si votre marque se traduit mal d'une langue à l'autre, ça peut causer un problème. Vous n'arrivez plus à accéder au marché. Ça, ce sont les choses sur lesquelles les professionnels de langue, je parle toujours de professionnels de langue, pas uniquement de traducteurs et d'interprètes, parce que justement, on peut intervenir en amont, avant la création du produit. On peut travailler avec les professionnels, on peut travailler avec les institutions. On voit souvent, par exemple, des programmes de collaboration ou de coopération en Tunisie qui portent des titres qui sont hyper compliqués parce que le titre initial a été développé en arabe et après on n'arrive plus à le traduire, ou il a été développé en anglais, on n'arrive plus à le traduire. On s'arrête à des abréviations. Les abréviations ne peuvent pas être traduites en arabe. C'est là que nous pouvons intervenir, et là, ce n'est pas uniquement pour le français, c'est toutes les langues qui sont maîtrisées par nos collègues en Tunisie, mais le français a peut-être plus d'impact aujourd'hui. Donc, on peut faciliter l'accès aux marchés internationaux à travers les contrats. Un mot de travers dans un contrat est important, c'est important. Donc, il vaut mieux consulter, s'assurer que c'est bien le bon mot, les nuances, surtout aujourd'hui avec les anglicismes, les faux amis. On peut aider à préparer des partenariats, des appels d'offres, des projets multilatéraux. On peut aider également au développement des compétences internes avec de la traduction, de l'adaptation, la localisation. La localisation, justement, c'est le fait de prendre un contenu dans une langue et non pas simplement de le traduire, mais de l'adapter en prenant en compte les nuances techniques, mais également culturelles, sociales, sociétales, sont des choses qui sont très importantes. Et donc là, ça peut se passer au niveau des documents techniques, des rapports, des fiches de produits. On peut également aider à améliorer l'image ou la communication. Je vous demande une seconde. Pardon, ma bronchite qui proteste. Alors, on peut aider à la rédaction ou la révision de contenus de qualité, que ce soit pour un site web, pour des publications sur des réseaux sociaux. Tout ça, ce sont de nouveaux métiers qui apparaissent dans les métiers de langue, et ce sont des métiers dont on doit parler plus, auxquels on doit donner plus de visibilité, parce que ce sont des métiers qui doivent venir avant la création du contenu. Et ça, c'est un travail que nous devons faire. Parce que souvent, les entreprises ou les institutions
n'y pensent pas. Ils font appel à nous plus tard. Alors que nous, on a une valeur ajoutée déjà en amont au niveau de la conception des contenus, des produits, des supports. Je peux vous dire que il y a des rapports de banque, par exemple, les rapports annuels de banque, ils sont en Tunisie tous écrits en français, mais qui sont par la loi, ils doivent être publiés en arabe. Et donc là, il y a un travail énorme. Et je peux vous assurer que quand on travaille sur ces rapports, et souvent ils sont traduits également en anglais quand il y a des actionnaires qui sont étrangers. Et là, je peux vous dire que sur les versions françaises, on voit des choses très jolies. Et donc, si ces banques pouvaient prendre conscience de l'importance que ça a au niveau de leur image et de leur communication et faire appel à des professionnels avant de finaliser des documents et non pas de les sortir tels quels et après de penser uniquement à la traduction. Ça peut changer beaucoup de choses. Alors, pour conclure, je voudrais vous parler un petit peu justement de notre groupement professionnel des interprètes et traducteurs, le Tunisia Circle of Interpreters and Translators, qui a été fondé en janvier 2023, donc on est à 2 ans et demi déjà. Il a été fondé auprès de la Connect, justement, pour accompagner l'évolution de notre métier, pour soutenir les membres de notre communauté, pour offrir une meilleure représentativité à nos collègues, développer de nouveaux marchés et gagner en visibilité et en crédibilité. On travaille avec toutes les parties prenantes externes, bien sûr, pour la promotion des meilleures pratiques, des normes et des métiers de traduction et d'interprétation, mais également on travaille pour assurer le suivi, pour assurer la relève. Par exemple, la collaboration avec l'Institut français de Tunisie fait partie de ce type de collaboration qui nous permet de mieux asseoir notre métier. Nous avons travaillé, par exemple, sur le français en tant que compétence. Nous avons travaillé sur un projet du ministère de l'enseignement supérieur il y a quelques mois qui portait sur la refonte de l'enseignement du français en tant que compétence pour l'accès au marché du travail. Et donc, notre groupement a contribué à cette étude. On a participé à des ateliers et on a donné un petit peu une plus-value, notre vision de quelles devraient être les compétences enseignées, comment elles devraient être enseignées, quelle orientation professionnelle peut être proposée aux personnes qui font des études aujourd'hui de langue de manière générale et de langue française de manière particulière, parce que on voit c'est indéniable que on a eu quelques générations où les études de langue étaient dénigrées, les études de ce qu'on appelle en Tunisie de lettres étaient dénigrées, que ça ne menait à rien, etc. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où tout le monde parle de disparition de métiers, notre groupement avait organisé l'année dernière une rencontre du même type avec un expert international de l'intelligence artificielle et les études qu'il nous avait présentées avaient confirmé ce que nous disions, c'est que l'intelligence artificielle remplacera certainement des métiers, mais ce sont les métiers où il y a beaucoup de tâches répétitives, des tâches manuelles, mécaniques, systématiques. Mais les métiers de réflexion, de création, de génération de contenu, d'idées, de mots, là, on a encore du temps devant nous. Et donc aujourd'hui, je pense, d'ailleurs, les études montraient que notre métier serait parmi les moins impactés par l'intelligence artificielle, contrairement à ce que véhiculent les médias et les milieux non avertis. Et donc, moi, aujourd'hui, avec mes collègues, au nom du groupement, on voudrait dire aux jeunes que les métiers de langue sont un métier d'avenir, que le français est un véhicule d'opportunités économiques en Tunisie et ailleurs. On parle beaucoup de mobilité aujourd'hui. Le français est certainement un atout pour la mobilité. Et pour
personnes et les institutions qui travaillent au niveau de l'enseignement de la langue française, il faut faire une refonte de vos méthodes, de vos approches, et nous sommes disponibles pour discuter. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on collabore, nous sommes là. Et pour les entreprises, les institutions, faites le premier pas parce qu'on est là pour vous soutenir aussi. Je vous remercie. Merci pour votre patience avec moi, hein. Merci beaucoup, Ahlem. C'était vraiment très instructif, vraiment très intéressant. C'était excellent. Et on te souhaite prompt rétablissement. J'aimerais demander d'abord si vous avez des questions à poser concernant cette présentation, des commentaires à faire. Quelqu'un a envie de prendre la parole? Bon. Oui, je volontiers un commentaire. Je réagirais, très volontiers à 2 choses qui ont été dites. D'une, le la tension, enfin la demande d'interprètes et traducteurs et 2, en lien avec ça, ce qui était dit en conclusion sur le métier d'avenir de l'interprétariat et de la traduction et juste signaler, alors ils se sont excusés parce qu'ils ne sont pas en Tunisie actuellement, mais la représentation de l'OIF, travaille avec le ministère des Affaires étrangères français et avec l'AUF à un programme qui a, vu le jour à l'occasion du sommet de la francophonie de Paris et Villers-Cotterêts très récemment, qui vise la création d'un collège international de Villers-Cotterêts et qui a l'une des filières qui est dédiée à l'interprétariat et à la traduction. Et l'objectif de ce collège international sera, car il est en création et devrait être opérationnel d'ici 2026, de pouvoir accompagner les traducteurs et interprètes des organisations internationales pour le français et vers le français. Et donc, on voit bien par cette illustration, j'aurais malheureusement pas plus de détails parce que la filière est en cours de création et qu'elle est pilotée par l'OIF, mais on voit bien par cet exemple-là que, effectivement, il y a des grands besoins de traducteurs enfin, vers et en français et que ce n'est pas du tout une tendance baissière et qu'au contraire, il y a un investissement de la francophonie pour euh, renforcer la capacité de traduction et d'avoir des interprètes et traducteurs sur cela. Voilà, c'était simplement un commentaire, mais je trouvais que ça allait bien dans ce sens-là. Voilà, merci. Merci Merci, c'est une beaucoup, très belle Céline. initiative. Est-ce Oui. que quelqu'un souhaite prendre la parole? Ahlem, tu voulais faire un commentaire peut-être? Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Célestine. Merci beaucoup pour l'information. C'est exactement le sens de notre travail. C'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, si vous pouviez nous mettre en contact avec ces différentes institutions, ça serait vraiment parfait. Merci beaucoup. Très bien. Alors, nous allons enchaîner. Je vais vous donner la parole, Monsieur Rousseau, Madame Bianchetti, à deux voix. Merci beaucoup, merci Nadia, merci et félicitations à la présidente, à Harlem, pour son intervention qui était tout à fait passionnante. Évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que Harlem a dit, qui était très orienté sur une profession. Je vais plutôt me centrer sur la thématique, qui est la place du français en Tunisie aujourd'hui, pour ce que nous pouvons en dire. Nous n'avons pas, en tant qu'Institut français, un monopole de compétences sur la question. Nous sommes juste intéressés professionnellement, fonctionnellement, à la présence et à la vitalisation du français dans ce pays. Très clairement, alors Célestine, qui est attachée de coopération pour le français, vous présentera des actions spécifiques particulièrement ciblées sur cette question. Pour ce qui me concerne, je voudrais rappeler que ça a été dit au tout début de la prestation d'Harlem, le français est une des grandes langues de la mondialisation. Ça veut dire que le français des affaires, le français de la culture, croît à mesure que la population francophone croît. Mais comme la mondialisation, contrairement à ce qu'on a un peu trop vite dit suite à la crise sanitaire de la Covid, la mondialisation ne s'est pas arrêtée. Les échanges, la circulation des personnes, des idées, des biens continuent. Et donc, plus la population francophone croît, plus le besoin de traduction croît lui aussi. D'autant plus que une grande partie de nos francophones, des 300 et quelques millions de francophones dans le monde, ils sont plurilingues. Et on rejoint évidemment là une caractéristique proprement tunisienne qui est ce plurilinguisme tunisien.
qui est une qualité, ce pays pivot. C'est pas simplement le français langue pivot des professionnels que vous êtes, c'est la Tunisie, pays pivot des relations, des rencontres et des échanges. Une grande partie de notre travail consiste à susciter, entretenir, provoquer des événements d'échange dans les domaines qui sont les nôtres. Rencontres scientifiques, rencontres universitaires, rencontres culturelles. Et donc là, nous avons besoin des professionnels que vous êtes. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, quand on parle de sciences, de recherche ou de coopération universitaire, tout le monde peut imaginer que tout se fait en anglais. Non, les publications se font en anglais. Et clairement, dans tous les pays, à commencer par la France, les doctorants doivent être capables de rédiger leurs articles en anglais. C'est une contrainte professionnelle, mais l'expression, la prise de parole, les communications, elles se font dans d'autres langues. Et le français n'est pas minoré. Sauf que, évidemment, on peut avoir des moments où il y a besoin de traduire, d'interpréter. Nous avons eu la preuve de cela il y a 2 semaines à la Cité des Sciences de Tunis, dans un grand colloque que nous avons co-organisé avec la Cité des Sciences sur Sciences et Société, qui était notamment organisé, enfin agencé sur les enjeux de l'intelligence artificielle pour aider à contrer les conséquences nuisibles du réchauffement et du règlement climatique. Et évidemment, bah, on s'est retrouvé vite limité parce que une partie des scientifiques que nous souhaitions inviter n'étaient pas francophones. Et le principe de départ que nous avions, c'était que ce soit en français. Et là, la question, c'est une question d'équipement, de matériel, enfin, tout ce que vous connaissez, quel est votre cadre de travail. On n'est pas encore rendu nous-mêmes à maîtriser cette dimension. Cet auditorium n'est pas équipé encore, ça va peut-être venir. Il y a des instituts français dans le monde qui sont équipés en dispositifs de traduction simultanée, en cabine, etc. Parce que nous assumons pleinement le fait que si la Tunisie reste dans cette région, au Maghreb, dans le nord-ouest de ce continent, le principal pays francophone en termes d'usage en proportion de la population, c'est le pays le plus francophone de la région, et de loin, malgré tout, il y a des tendances contraires qui existent dans ce pays. Et on le voit régulièrement. Des jeunes, et Célestine pourrait y revenir, qui au lycée, à l'université, ont un niveau de français excellent. Et beaucoup d'autres qui ne parlent presque plus français du tout. Et je le constate, par exemple, dans nos interactions avec les milieux culturels, français, les créateurs, les artistes tunisiens de Tunisie sont de moins en moins francophones. À l'inverse, nous avons tous les ans, et ça pourrait même être croissant s'il n'y avait pas des limitations économiques et budgétaires à cette mobilité, une mobilité tunisienne sortante vers la France de 5000 étudiants tunisiens par an qui vont en France. Ils sont 3000 à aller en Allemagne chaque année et les 2000 qui restent se répartissent sur le reste du monde. La qualité de langue française, de maîtrise de la langue de ces étudiants est remarquable. Et ces dernières années, la catégorie qui augmente en départ, en pourcentage, c'est les bacheliers. Les 18 ans, les 17-18 ans qui commencent leurs études supérieures en France parce que à 17-18 ans, elles et ils ont déjà un niveau de maîtrise de la langue française parfait qui leur permet de commencer les études supérieures. C'est-à-dire que il y a d'excellents francophones en Tunisie et ils ont tendance à partir. Donc on a encore plus besoin de vous. Parce que une grande partie des personnes qui vont rester ici ne sont pas forcément des gens qui sont très bons francophones. J'ajouterais, puisque la question du plurilinguisme a été évoquée, que souvent, celles et ceux, et vous en faites partie, qui sont d'excellents francophones sont aussi de très bons anglophones ou germanophones, et que l'apprentissage des langues crée l'apprentissage d'autres langues. Et donc, on se retrouve très vite avec des profils de jeunes, tunisiennes et tunisiens, qui ont un excellent niveau de français, d'anglais, et qui font une mobilité étudiante vers l'étranger, rendant encore plus utile votre présence, rendant encore plus essentielle la formation à la langue française dans ce pays, parce qu'on y est attaché, et parce que c'est déterminant, parce que c'est un pays pivot, par sa position géographique, septentrionale pour ce continent où la croissance de la francophonie repose sur ce continent. La position de la Tunisie est une position, je parle de géographique, est une position qui en fait un carrefour historique. On nous avait rappelé, l'intervention d'Harlem l'a rappelé,
les successions de langues, sur l'histoire plurimillénaire de la Tunisie, mais c'est une conjonction. Les langues s'ajoutent et on le remarque nous quotidiennement, puisque nous avons des interlocuteurs qui ont des niveaux de langue très variés, mais qui sont capables de passer de l'une à l'autre. Notre activité sur la valorisation de la langue française en Tunisie, c'est donc d'abord et avant tout de continuer à l'utiliser et de faire en sorte que, quels que soient les domaines que l'Institut français de Tunisie met en œuvre, nous utilisions le français. Pas uniquement. Toutes les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., sont en langue arabe-français. On n'est pas encore rendu à mettre l'anglais, mais pourquoi pas? Parce que l'important, c'est d'être compris par les interlocuteurs auxquels on s'adresse. Et ensuite, la question, c'est de pouvoir avoir des interprètes pour précisément faire passer le message quand ça passe plus. On a la chance quand même en Tunisie que cette dynamique de maintien de nos activités culturelles, scientifiques, universitaires, vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis également des plus jeunes et scolaires, le français est maintenu. Il y a des limites. Il y a des limites, c'est évidemment euh, les difficultés que rencontrent les jeunes pour apprendre la langue française, avec un corps enseignant scolaire qui n'a pas évolué favorablement dans sa maîtrise de la langue française ces 10 dernières années. Et donc on sait très bien tous, qu'il y a eu une baisse du niveau de maîtrise des enseignants scolaires tunisiens sur la langue française. Nous avons, avec l'Union européenne et à la demande du ministère tunisien de l'Éducation et du ministère tunisien de l'Enseignement supérieur, mis en œuvre un programme, le programme PARL, qui vise à remonter. Évidemment, ça va prendre du temps, quelques mois, quelques années, surtout quelques années, le niveau de maîtrise du français des enseignants du premier degré, des enseignants de collège et de lycée, pour faire en sorte que l'enseignement du français s'améliore, mais on ne le fait pas seulement sur le français, c'est aussi l'arabe littéraire, et je ne parle pas du dialecte, qu'il s'agit aussi de travailler pour l'améliorer. Et là encore, c'était une demande des autorités tunisiennes à laquelle nous avons répondu avec l'Agence française de développement et l'Union européenne. L'idée est toujours la même, c'est maintenir le plurilinguisme. Notre stratégie, et il se trouve qu'il y a un plan du président de la République française qui s'appelle langue française et plurilinguisme. Notre stratégie consiste à dire que défendre le français, c'est défendre la pluralité linguistique. Défendre le français pour lui-même, ça n'a pas de sens. De même que l'enseignement bilingue, ce qu'on a encore parfois dans notre ministère, un peu trop tendance à valoriser, c'est idiot. Il n'y a plus nulle part de pays au monde où le bilinguisme semble avoir un sens. J'ai été en poste en Chine, en Russie, et les enfants sont tous à 3 langues. Quand ils apprennent le français, ils ont leur langue maternelle, ou la langue de leur pays, qui n'est pas forcément la langue maternelle, et l'anglais, et parfois l'allemand, et parfois un autre. Si je prends le cas des lycées français, qui sont les historiques Pierre Mendès France ou Gustave Flaubert, mais aussi des établissements tunisiens à programme français. On a une trentaine en Tunisie, je pense à Descartes, Pasteur, l'ISC, etc. Les élèves sont obligés d'étudier l'arabe. Mais l'enseignement est dispensé très majoritairement en français. Ils ont une langue étrangère dès le premier degré. La plupart d'entre eux, c'est l'anglais. Et dès la cinquième, donc dès l'âge de 12 ans, 12-13 ans, ils doivent commencer, 12 ans, une autre langue vivante, la langue vivante B, à choisir entre italien, espagnol et allemand, globalement. Ça veut dire que vous avez des élèves dans les lycées français, en Tunisie, qui arrivent au baccalauréat à 17-18 ans, ont étudié en français, qui, je laisse le dialecte tunisien de côté, ont eu des cours d'arabe littéraire, d'anglais, et puis d'une autre langue européenne, italien, allemand ou espagnol. Généralement espagnol, très majoritairement. Ça fait 4 langues. Voilà. C'est-à-dire que les élèves qui ont choisi dont les parents ont choisi, de faire le lycée français, ils arrivent à 4 langues à l'issue de leur baccalauréat à 17-18 ans. Et évidemment, si on prend les élèves qui sont dans les écoles tunisiennes, il y a 3-4 langues, voire plus. Le baccalauréat tunisien produisant des élèves remarquables de qualité et aussi sur leur plurilinguisme. Ce qui veut dire que nous travaillons dans cette dynamique-là. C'est pas le français et rien d'autre.
C'est pas le français et la langue du pays, c'est le français et les langues du monde. Parce que nous avons une attention très soutenue pour ce qui nous concerne, à ce que la langue française, qui dans le monde a été pour beaucoup de pays une langue du colonisateur, ne soit pas une langue imposée, mais une langue choisie. Et c'est absolument déterminant pour nous. La rupture historique est majeure depuis bien longtemps et particulièrement réaffirmée ces dernières années. Mieux vaut un Français choisi qu'un Français imposé. Ça peut être choisi par passion, par goût, par intérêt. On a dans certaines régions du monde des familles qui choisissent le français pour leurs enfants, c'est-à-dire pour leurs filles. Parce que c'est l'image du français, de la France, pays de culture, de luxe, de parfum, de sac à main. Alors, c'est les petites filles qui on met à l'école française et à apprendre le français. Et puis petit à petit, ça change. Mais peu importe le motif qui fait venir la langue française, ce qui nous importe, c'est que ce soit un choix, une adhésion, une démarche vers. Et donc, je dirais que qu'importe la fluctuation de la courbe, ce qui nous importe, c'est la qualité des locuteurs. Encore une fois, le volume total ne cesse de croître parce que les populations francophones, essentiellement sur le continent africain, sont en croissance. Mais ne nous laissons pas avoir par des statistiques historiques. Le Gabon, qui est un grand pays de francophonie, a une population totale qui est inférieure au nombre de francophones au Nigeria. Pays beaucoup plus peuplé et dont la croissance de la population est très importante. Ça veut dire que la francophonie, et nous avons à Tunis un groupe des ambassadeurs francophones très actifs, présidé par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, avec l'ambassadrice de France comme vice-présidente, comprend des pays du monde entier, et pas uniquement des pays dont la langue ou une des langues officielles est le français. Alors notre travail à l'Institut français, c'est de faire en sorte que nos activités soient attractives, donnent envie aux jeunes, aux moins jeunes. Nous avons ce soir dans ce bâtiment 3 événements en même temps. Un concert de rock, c'est un groupe français qui chante en anglais, des rencontres littéraires à la médiathèque. Et donc, ce sont des auteurs et des artistes tunisiennes qui s'expriment en français. Et puis notre rencontre, là, grâce à vous, où un groupe de professionnels vient parler de la langue française. Notre métier, c'est de faire en sorte que ce qu'on propose soit utile et donne envie aux gens. On le fait essentiellement en français. C'est la meilleure façon, à notre sens, et peut-être avons-nous tort, l'histoire dira, mais de promouvoir le français aujourd'hui en tant qu'Institut français, c'est de faire en sorte que la qualité de ce que nous proposons comme activité, les débats, la littérature que nous proposons, et nous avons plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages dans nos 3 médiathèques de Tunis, sous Esfa, etc. Faire en sorte que le français soit une langue attirante parce que vecteur de savoir, de sujets, d'activités qui donnent envie. Donc, notre première priorité est d'être à l'écoute des populations tunisiennes, des publics de Tunisie, pour faire en sorte qu'on réponde à leurs besoins. Dans les besoins, il y a les besoins professionnels qui sont les vôtres. Une dernière remarque avant de passer la parole à la salle et à Célestine. On a un problème paradoxal en Tunisie. C'est que le niveau de maîtrise du français, il est finalement encore assez élevé. Et on a un programme d'aide à la publication qui consiste à aider les traducteurs pour traduire des ouvrages français ou en langue française vers l'arabe. Et chaque année, nous avons de moins en moins de candidats à la traduction en arabe. Certes, les éditeurs tunisiens ont un marché qui est tout petit, donc des moyens qui sont restreints. Mais notre dispositif, le pape Medeb, qui existe depuis pas mal d'années, hein, qui est bien connu, a chaque année moins de candidatures. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de librairies en Tunisie, pour un pays de 12 millions d'habitants, qui proposent des ouvrages en français d'éditeurs tunisiens ou des ouvrages français, de maisons d'édition françaises ou de pays francophones. Donc on trouve des ouvrages en français en Tunisie. Et quand on propose d'aider la traduction en arabe vers l'arabe d'ouvrages français, on a chaque année de moins en moins de propositions, de demandes.
Le motif économique est certainement important, mais pas que ça. C'est la question de l'accès, de la curiosité, de une crainte que nous avons et un monde que nous ne souhaitons pas voir advenir, dans lequel les langues ne s'intéressent les unes aux autres et aux cultures les unes les autres que pour certains aspects. Et nous croyons, nous sommes convaincus que la traduction, dans les deux sens, est absolument vitale pour arriver à faire circuler les idées, faire circuler la culture, non pas pour dégrader la culture des uns et des autres, mais pour au contraire l'enrichir de ce que les uns et les autres peuvent apporter au reste du monde. J'en veux pour preuve que depuis 10 ans maintenant, le premier marché de traduction de la littérature française, c'est la Chine. Voilà. La première langue de traduction, d'achat de droits d'ouvrages français pour les traduire dans une langue étrangère, devant l'anglais, c'est le mandarin. Il y a un pouvoir d'achat, il y a un marché, il y a une traduction, une curiosité, une envie. Je ne voudrais pas qu'en Tunisie et dans la région, l'envie soit d'abord portée par des familles qui maintiennent la langue française et que celles qui ont, ou ceux qui n'ont pas accès au français familialement ne se penchent pas ou se détournent de la culture française ou des cultures francophones. C'est-à-dire que, et j'avais déjà dit il y a quelques mois, il y a un an, je pense, mon problème aujourd'hui, quotidiennement en Tunisie, c'est de faire en sorte que le français cesse d'être une langue des mauvaises notes. Plus le français est une langue scolaire, plus on perd de parts de marché. Et on redevient une langue des élites. Alors, on n'est pas encore rendu là, encore une fois, la Tunisie est le pays de la région qui a la plus forte part de francophones dans sa population, mais il est clair que l'usage scolaire du français comme langue de sélection scolaire est en défaveur de la langue française. Je ne dis pas que je souhaite que le français cesse d'être une langue d'enseignement, hein, c'est pas ça. Mais une langue des mauvaises notes, une langue de l'échec, une langue qui est perçue par des jeunes Tunisiens comme une des causes de leur échec, c'est une raison profonde pour nous d'accompagner les attentes du ministère de l'Éducation tunisien pour accompagner, en l'occurrence actuellement les inspecteurs de français, dans l'évolution des pratiques d'enseignement et d'évaluation. Parce qu'on ne peut pas donner envie aux jeunes générations d'aller découvrir nos textes, fût-ce en arabe, si la langue française, et donc par conséquence, par ricochet, la culture française, est assimilée à une contrainte de l'échec et quelque chose de négatif. Donc il faut remettre du positif dans ce que nous portons avec la langue française et dans le vecteur lui-même. Voilà. Je m'arrête là, on pourra en discuter après. Merci beaucoup. J'espère que ça donnera envie aussi à nos collègues qui n'ont pas le français comme langue de travail d'aller vers le français, de s'y mettre plus sérieusement peut-être. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ou peut-être sur Zoom? Je ne sais pas si il y a des questions dans le chat. Très français. Pas de questions, pas de commentaires? Bien. Si, je peux. Oui, Nadia, tu m'entends? vas-y Sonia. Bonjour. Bonsoir, c'est Sonia. Je soutiens l'enseignement du français à partir de Paris. Désolée de ne pas être là en personne. Il fallait bien. Donc, non, je voulais dire, j'ai entendu le commentaire sur les jeunes qui blâment la langue française pour leur échec. C'est la vérité et c'est quand même très choquant. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau de l'enseignement, du niveau des enseignants eux-mêmes, qui souvent ont été orientés vers cette, disons, filière d'enseigner le français en dernier recours. Souvent, il n'y a pas beaucoup de vocation. C'est vrai qu'avant, on a eu des gens qui ont été reconvertis. L'une de mes très bonnes profs de français a été une ancienne prof d'histoire géo en Tunisie qui, dans les années 70 ou 80, quand on a arabisé l'enseignement de l'histoire géo, n'a pas pu suivre parce qu'elle avait fait toutes ses études en France. Elle s'est convertie en prof de français. Mais cette femme était un exemple à suivre. Elle passionnait tout le monde. Mais malheureusement, ensuite, dans les années 90, nous avons eu plusieurs fournées, si je puis dire,
d'enseignants qui a été parti enseigner le français, faute de mieux. C'est des gens qui avaient des diplômes en tout plein de trucs, de la psychologie aux sciences naturelles et qui se retrouvaient à enseigner le français sans beaucoup d'intérêt ni de vocation. Et aujourd'hui, nous payons le prix de tout cela. Parce qu'il faut dire que les jeunes ne peuvent pas être à ce point peu doués en français. Par contre, ils sont mal enseignés le français. Là, il y a un vrai, vrai souci et je suis vraiment heureuse de voir tous les programmes que mène l'IFT et l'AFD et tout le monde pour essayer d'améliorer ces niveaux. Donc, on voudrait suivre de plus près toutes ces nouvelles. Alors, tenez-nous au courant. Ce serait génial de voir des améliorations et de pouvoir y participer. Donc, et à tous nos jeunes, j'en vois certains dans la salle sur Zoom qui n'aiment pas le français. Il faut s'y mettre. Yassine, je te vois, tu vas t'y mettre. Que ça te plaise ou pas. Enfin, Nadia et moi allons nous assurer que tu reprennes du français. Tu vois, c'est pas la faute du français, c'est la faute de tes enseignants. Donc voilà, c'était juste ma petite contribution pour dire que c'est vrai, c'est le résultat de tout un processus d'enseignement qui s'est très, très mal passé pendant des années. Alors, vous avez frappé à la bonne porte, trouvé d'un début de solution, on attend, on regarde et on soutient. Bravo, continuez. Merci tout le monde. Merci Sonia. Je pense qu'on va donner la parole maintenant à Madame Célestine Bianchetti. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, peut-être poursuivre cette conversation sur des actions concrètes qu'on met en place et peut-être dire un mot justement de ce qui est fait et ce qu'a déjà évoqué Fabrice sur la question de l'enseignement et de la manière dont on aide à faire comprendre aux élèves ce qu'ils apprennent, parce qu'on apprend quand on comprend. Et notamment ce programme Parle qui était cité, et donc qui est un programme qui vise l'enseignement du français et de l'arabe et qui vise à la fois la formation et l'amélioration des compétences professionnelles des enseignants de ces deux langues, à la fois la rénovation de manuels pour avoir des outils adaptés aux besoins des élèves, et puis le développement de ressources pédagogiques, de ressources didactiques, etc. Donc c'est vraiment un travail qui est mené pendant 4 ans et qui part de ce constat justement d'un déséquilibre entre le niveau et la compréhension du français de la part des élèves et les outils qui sont à disposition pour les faire rentrer dans la langue en privilégiant une approche qui est plus français langue étrangère, en tout cas pour pouvoir amener petit à petit l'élève vers la langue et lui faire découvrir cette langue sans qu'elle soit facteur d'échec dès le début. Et c'est quelque chose, ce côté de lier l'utile à une compréhension et un plaisir aussi d'apprendre. On essaye de le développer dans tous les champs dans lesquels nous intervenons. Si je reste sur le champ de l'enseignement au sens large, il y a des programmes qui sont menés aussi au niveau de l'université. On est en train de conclure un programme qui s'appelle Cap sur les départements de français, où là, on a réfléchi avec les départements de français à la manière dont on pouvait réfléchir à la réorientation des offres de formation. Quels sont les besoins aujourd'hui de formation au niveau universitaire? Comment est-ce qu'on fait pour que les parcours de formation des départements de français correspondent à des débouchés réels? Parce qu'on parle de plaisir d'apprendre, mais il y a aussi la nécessité économique et les ouvertures que peuvent, auxquelles, pardon, c'est à moi d'avoir des soucis sur le français, mais auxquelles on peut prétendre en sortie d'études. Et donc ça, c'est un autre projet sur lequel on intervient. Et puis pour conclure un peu sur ce volet éducatif, parce que je veux pas faire de liste de tous les programmes que l'on a, sinon on ne terminera jamais cette table ronde, mais dire un mot de la formation professionnelle aussi. Et là, on rentre exactement dans la même logique. Le français est enseigné dans l'ensemble des parcours de formation professionnelle initiale, notamment les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi les métiers de l'agriculture, pour vous présenter d'autres formats. Et bien souvent, on s'aperçoit, et les agences de formation professionnelle viennent nous voir en nous disant ces modules-là sont complètement déconnectés du parcours de formation de l'apprenant. Et ils passent d'une formation technique sur les pratiques agricoles, sur la production animalière, etc., à un cours de français qui va être sur une chanson déconnectée.
ces agences-là sont venues nous voir en nous disant, peut-on réfléchir à des programmes de formation qui permettent d'exploiter et d'avoir des compétences professionnelles en français, de pouvoir mener une tâche en français. Qu'est-ce qu'il faut à un professionnel du tourisme en français? Ce n'est pas de connaître une chanson par cœur d'un artiste, même si on l'adore. Ça va être de pouvoir répondre à un client quand on est à une réception d'hôtel, etc. Donc ça, ce sont des évolutions qui sont en cours et auxquelles on est très heureux de pouvoir contribuer en mettant à profit des expertises françaises, mais aussi francophones, et en réfléchissant avec les collègues tunisiens à la manière dont on peut faire évoluer ces apprentissages. Mais ce que disait Fabrice, c'est qu'on n'est pas uniquement sur la question de l'éducatif et que la question de la langue française en Tunisie, vous l'avez dit, langue pivot. Et je pense on peut s'accrocher au titre de cette conférence. L'idée, c'est vraiment de voir à quel niveau se positionne le français dans la société. Et je vais peut-être vous donner un ou deux exemples qui sont complètement hors système éducatif pour avoir une idée de ce que l'on peut entendre. Alors, on reste sur l'apprentissage, mais sur la question non pas de l'apprentissage scolaire, mais du français tel qu'il peut être appris et utilisé dans un apprentissage de tout un chacun et notamment du public adulte. Et la question du numérique aujourd'hui. Et la question du numérique, il y a énormément d'applications pour pouvoir apprendre les langues. Alors, on a tous testé l'une ou l'autre des applications qui sont plus ou moins efficaces. Et le numérique, normalement, peut nous permettre d'avoir un apprentissage un peu plus adapté à nos besoins. Or, souvent, on a des applications qui sont fournies par des grosses compagnies, qui sont des applications, alors je peux nommer Duolingo, etc., qui sont assez génériques et qui finalement vont peu être adaptées à des besoins que peuvent avoir certains publics. On a travaillé avec des professionnels de l'EdTech, du secteur des technologies de l'éducation en Tunisie, pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique aujourd'hui pour faire des outils d'apprentissage de l'arabe, du français et d'autres langues qui soient vraiment adaptés au public tunisien, à ce public qui est multilingue, qui a une facilité sur les langues, mais qui n'est pas francophone de base forcément. Enfin, comment on peut utiliser le bagage linguistique pour aider à l'apprentissage des langues? Et c'est un programme qui s'appelle YaLab et qui est un laboratoire d'innovation pour le numérique et qui a plusieurs éditions. On a déjà 3 éditions avec des professionnels des technologies numériques et notamment de l'EdTech qui vont mettre leurs compétences à profit pour développer des outils qui sont des outils qui peuvent être utilisés en classe, mais aussi par d'autres personnes. Et on va être dans une approche de la langue là avec tout ce qui est le marché des langues actuelles et essayer de ne pas distinguer ce qui va être l'univers technique et technologique de l'apprentissage linguistique. Et je reviens par ça à la boucle et à ce qui est fondamental pour nous, qui est de dire le français langue plaisir et de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir un apprentissage qui n'est pas laborieux. Donc il faut que cet apprentissage y soit cohérent. Je citais l'exemple de la formation professionnelle tout à l'heure. Il faut aussi qu'il soit un apprentissage motivant et que la langue soit digne d'intérêt parce qu'on va utiliser des technologies, parce qu'on va utiliser un médium intéressant. Et ce sera mon dernier exemple. Je vais vous citer des projets parce qu'on parle de l'apprentissage linguistique, mais on rentre dans une langue quand on la pratique et quand on la vit et aussi quand on la rêve. Et donc, un de nos grands sujets, c'est de pouvoir mettre en place des projets qui, pour tous les âges, vont permettre d'explorer, de rêver et finalement de se détacher de la question de l'apprentissage linguistique. Un projet que nous venons de terminer avec des jeunes qui sont d'établissements scolaires de toutes les rives de la Méditerranée. Ça a été un projet qui est basé sur la question patrimoniale. Alors, pas forcément le patrimoine bâti, mais aussi toutes les sortes de patrimoine de proximité. Je pense à la gastronomie ou d'autres formes de patrimoine que l'on peut avoir en partage sur les rives de la Méditerranée. Ce sont 6 pays qui ont travaillé ensemble: l'Italie, la Grèce, l'Albanie, la Turquie, le Liban, la Tunisie et l'Égypte, où ce sont des jeunes lycéens qui ont réfléchi et contribué ensemble en français à la production de courts-métrages. Et donc là, le français devient un objet de partage, un objet de création et d'échange, et n'est plus un exercice dans la classe complètement déconnecté de l'intérêt des uns et des autres. Et on a eu des courts-métrages absolument fantastiques sur une goutte d'eau qui voyage et qui se retrouve sur une pizza dans la harissa, etc., et avec une imagination assez débordante. Voilà pour un panorama, parce que je préfère ne pas vous
faire une liste de tous nos dispositifs, sinon on n'arrêtera jamais, mais pour vous donner un petit peu des exemples de ce qu'on essaye de mettre en place et ce qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Oui, je voulais juste, pour compléter à peine ce que vient d'expliquer Célestine, notre méthode de travail avec les universités, les ministères, notamment en éducation nationale et enseignement supérieur, c'est pas d'arriver avec des contenus et des méthodes déjà existantes. La seule chose qui existe, c'est un dispositif où on accompagne les enseignants tunisiens ou les inspecteurs dans le cadre du scolaire, les professeurs des départements de français dans le cadre du CAP sur les départements de français que Célestine vient de citer, pour qu'ils se fassent évoluer eux-mêmes les contenus et les méthodes. C'est pas à nous de leur dire euh, dans quel sens ils doivent faire évoluer. C'est pas à nous de leur dire quel contenu ils doivent mettre. On leur propose un accès à une diversité de stratégies d'enseignement de la langue, de stratégies d'accès à des contenus, pour faire en sorte qu'ils s'approprient quelque chose qui leur permettra une meilleure efficience de l'action, du geste d'apprentissage de la langue. C'est encore une fois absolument essentiel, puisque l'objectif, c'est l'efficacité de ce qu'on fait. On n'est pas là pour faire en sorte de faire réciter du Ronsard ou faire lire du Victor Hugo par principe. C'est très sympa, je ne dis pas le contraire. Mais à ce moment-là, nous, on va le proposer à des jeunes publics dans le cadre des instituts français. Et nous, on va, je pense, essayer de développer de plus en plus des activités jeunes publics, en plus des cours, pour avoir euh, du ludique, du chant, du théâtre, de la récitation de poésie. C'est très important, mais il est important de le sortir du cadre scolaire. Et même si c'est des compétitions, Célestine ne l'a pas cité, mais on a une compétition qui est le concours d'éloquence qu'elle a organisé à Sousse, à l'Institut français de Sousse cette année. La relation à la langue française, c'est dès le plus jeune âge que ça se construit. Et notre rôle, c'est de faire en sorte d'apporter des propositions. Propositions de concours d'éloquence, propositions de dictée même, pourquoi pas. Concours de chant, concours de théâtre, peu importe. Ce qui est important, c'est des usages agréables, plaisants, passionnants de la langue française. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir espérer renouveler le stock des interprètes professionnels et de la traduction et faire en sorte qu'on arrive à ce que vous ayez des successeurs qui continuent d'utiliser le français comme langue pivot. Merci beaucoup. Merci beaucoup de conclure sur des notes très positives avec de très belles initiatives. Merci beaucoup de tout ce que vous faites pour la langue française. Et j'espère que les collègues vont venir vers le français de plus en plus, surtout les jeunes. C'est ce qu'on espère. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, faire un commentaire? Oui? Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très intéressant. Comment? Ah, je me présente. Oui, merci. C'est Raouda Razgala, professeure émérite de l'Université de Carthage. Je suis plutôt professeure de littérature italienne et je suis interprète arabe, italien, français. Alors, nous, ce qui était intéressant, c'était de discuter du problème français pivot dans la question de l'interprétariat. Le problème en ce moment, de plus en plus, je vois pour moi-même, lorsqu'on nous appelle, on nous dit non, non, on préfère vers l'arabe. Alors, donc, c'est une question politique plus que, c'est pas une question de est-ce que le français c'est bon, est-ce que le français est une langue de communication ou pas. C'est une volonté de plus en plus, on demande l'arabe. Et effectivement, nous, bien sûr, on trouve le moyen de faire un relais en mettant toujours une cabine française pour qu'on puisse passer ou vers l'arabe ou vers l'anglais ou autre. Et c'est la même chose pour l'italien. Donc, je ne sais pas, peut-être que politiquement parlant, est-ce qu'on peut faire une petite politique
de communication, d'attraction. Je trouve pas le mot juste hein, pour. Enfin, j'y ai pensé, mais je préfère ne pas le dire. Merci pour votre intervention. La réponse, elle est simple. Notre ambassadrice est arabisante, donne des interviews en arabe, sans notes, et c'est la meilleure façon d'en parler. Voilà, je pense que le président tunisien parle parfaitement français, libre à lui de le faire. On a une ambassadrice qui parle arabe à la radio en direct et qui le fait à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Bah, je pense qu'on a des gouvernants dans le monde entier qui ont, du moins autour de la Méditerranée en tout cas, une certaine diversité linguistique. C'est à eux de faire preuve de cette envie ou pas, ou pas, hein. Après, c'est pas dramatique. Vous savez, on a pendant très 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 longtemps eu des chefs d'État et de gouvernement en France qui parlaient un anglais absolument catastrophique. Et s'ils parlaient que français, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de parler autre chose. Donc, après tout, la question du temps politique et du moment politique, c'est toujours beaucoup plus court que le moment culturel, qui est dans la durée, le travail culturel, il est sur non seulement les décennies, mais plutôt sur les siècles. Le temps politique, quelques années, au maximum quelques décennies, ça dure jamais très longtemps. Donc toujours ça passe. Il y a des moments, il y a des vogues, il y a des modes, c'est pas grave. Allez, aujourd'hui dans l'Union européenne, il y a un seul pays dont la langue officielle est l'anglais. C'est la République irlandaise, hein. Il y a un seul pays dans l'Union européenne qui a l'anglais pour langue officielle. Et pourtant, quand vous allez à Bruxelles, l'usage de l'anglais est archi répandu. C'est juste un seul des États membres voilà. Donc, c'est des tendances. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser trop sur la conjoncture politique que l'on subit à tel ou tel moment ou dont on est content à d'autres moments. Voilà. Et puis travailler dans la durée, dans la profondeur, à faire en sorte que, et c'est un peu le sens de mon point sur les langues du monde, euh, on ait une qualité d'enseignement des langues du monde qui soit la plus répandue possible, le plus loin possible. De l'autre côté du mur, oui, c'est sûr, il y a le lycée pilote Bourguiba. Oui, Voilà, ils enseignent aussi du russe et du chinois. C'est une très bonne chose. Et nous, on a de grands progrès à faire en France, pas dans le réseau des lycées français de l'étranger, mais en France, pour l'enseignement de la langue arabe. C'est une portion congrue, c'est très peu de moyens. Alors que, par exemple, on parlait du chinois, il y a 47 sections internationales de chinois en France. Il y en a une douzaine en arabe, hein, et il y en a 8 en russe. On n'a pas encore mis assez le paquet. C'est l'anglais, l'allemand qui prédomine, l'espagnol qui est une langue de cœur. Les familles françaises veulent que leurs enfants apprennent l'espagnol. L'italien, on résiste un petit peu. La prédominance en France, c'est anglais, espagnol partout. Et puis on continue de mettre de l'allemand parce qu'on a besoin d'avoir une grande partie de nos concitoyens qui parlent un peu allemand. Mais on a encore énormément de progrès à faire pour l'apprentissage des langues du monde. Preuve en est, c'est que quand on a l'impression d'avoir une langue qui permet d'aller partout dans le monde, on n'apprend plus rien. Les pays anglophones ne sont pas les meilleurs locuteurs des autres langues du monde. Et puis, c'est pas qu'une question de langue, de vocabulaire et de grammaire. Avec la langue, ça va être de comprendre l'autre dans sa différence. Et je citerai un ancien ministre français des Affaires étrangères qui, de passage à l'ambassade de France à Berlin, il y a une dizaine d'années, disait aux collègues diplomates, alors que les diplomates français à Berlin sont tous quasiment bilingues, français-allemand. C'est une condition pour être nommé pour un poste à Berlin, c'est d'avoir un allemand presque parfait. Et il leur disait, alors que les collègues diplomates exprimaient leur incompréhension, parfois, il leur disait, mais les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. D'accord? Donc, la langue, c'est un vecteur, mais ça ne se fait pas tout. Pour réussir à échanger, vivre ensemble, on voit très bien avec la Tunisie et la France. Il y a plein de Tunisiens qui ont des difficultés, des jeunes Tunisiens qui ont des difficultés, peut-être à parler français à l'oral, parce que c'est surtout à l'oral la difficulté tunisienne dans les jeunesses, dans les moins de 30 ans, c'est parler français qui leur est difficile, pénible, qu'ils évitent, qui les impressionne, etc. Mais on se comprend. Et finalement, l'obstacle de la langue orale ne nous empêche pas de nous comprendre, parce qu'on a une proximité finalement très forte qui reste, de culture, de vie commune, d'échange. C'est plutôt rassurant, là encore un message positif. C'est plutôt rassurant.
C'est-à-dire que même quand finalement on a du mal à s'exprimer dans la langue de l'autre, on arrive à se comprendre. Et la proximité n'implique pas comme préalable une parfaite maîtrise de la langue de l'autre. Et la parfaite maîtrise de la langue de l'autre ne signifie pas qu'on le comprend. Voilà. Mais en tout cas, sur le, les- le moment politique qui fait que l'accent peut être mis sur certaines langues, ça finit toujours par passer. L'important, c'est le travail dans la durée. Pardon. On a remarqué que la plupart des séminaires ou des colloques ou par exemple de grands moments économiques, quand ça vient de l'Union européenne, même les Italiens parlent anglais. Donc là, on en a parlé tout à l'heure et il n'y a rien à faire, hein. C'est l'anglais qui est en train de dominer la scène, malheureusement pour nous. Oui, mais encore une fois, ça va passer. Qu'est-ce qui justifie ça? Je vais vous le dire, vu de l'intérieur, c'est l'Europe du Nord. C'est pas seulement l'Allemagne, mais c'est aussi tous nos amis d'Europe du Nord qui parlent pas du tout français, qui parlent pas beaucoup allemand, qui parlent pas italien ni espagnol. Bon, donc l'anglais, la moitié nord de l'Europe, pèse sur la moitié sud. Mais vous avez une croissance de la francophonie en Roumanie. Il y a du français Les Italiens, alors, on ne sait pas, mais c'est la quatrième population étudiante étrangère en France. C'est un Maroc, deux Algérie, trois Chinois, quatre Italiens. C'est-à-dire qu'on est un pays où on est extrêmement lié avec les Italiens. Il y a beaucoup plus d'étudiants italiens en France que d'étudiants allemands. Bon, donc après, on sait très bien que la première ministre italienne a fait sa campagne en attaquant le président français. Toute sa campagne pour sa première élection, c'est du moment politique, c'est pas bien grave. La question que vous soulevez sur l'Europe et les délégations de l'Union européenne et l'usage de l'anglais, c'est beaucoup plus problématique parce que ça veut dire que spontanément, on ne se pose pas la question, on revalorise l'anglais. Et donc, évidemment, nous, on rappelle toujours au sein de l'Union européenne la diversité linguistique et les langues les plus parlées dans les États membres. Voilà. Le français, il y a quand même pas mal d'États membres qui ont le français comme une de leurs langues officielles. Bon, après, encore une fois, ma conviction, c'est le plurilinguisme. C'est que on a sa langue, plus l'anglais, plus une, deux ou trois autres. Et que cette réalité, pour pouvoir faire exister les jeunes générations dans le monde de demain, mais demain au sens dans 2 mois, hein, ça crée sans doute les inégalités sociales les plus fortes. L'accès aux langues étrangères, euh, c'est encore plus déterminant dans un avenir très proche que l'accès aux mathématiques. Et on le voit bien puisque dans le monde entier, tous les milieux privilégiés essayent de mettre leurs enfants dans des écoles internationales bilingues, trilingues, etc. Avec parfois une obsession que nous, on a à gérer, parce qu'il y a des écoles françaises partout, donc de parents qui nous reprochent qu'il n'y a pas assez d'anglais, il n'y a pas assez de chinois, il y a jamais assez. C'est à quoi je leur dis toujours que si vous voulez que vos enfants soient bilingues français-anglais au sens des deux langues maternelles, il fallait que votre conjoint soit anglophone, parce que sinon, ça ne marche pas. Mais le parfait bilinguisme comme deux langues maternelles, c'est un fantasme. Mais c'est un fantasme très contemporain. On veut que les enfants parlent parfaitement plusieurs langues. La langue maternelle et l'anglais, ça commence comme ça. Puis après, on rajoute d'autres. Commençons par avoir du plurilinguisme, une vision raisonnée, apaisée, mais il y a aujourd'hui, dans le monde entier, une très très forte appétence, voire une frénésie parentale pour que les enfants parlent plein de langues. Alors, on est très heureux, ça veut dire que c'est une vision du monde comme un monde d'échange et de circulation. Il ne faut pas non plus que ça se transforme de frénésie en hystérie. Voilà. Et c'est parfois le cas. Donc, le plurilinguisme reste la clé et notre difficulté à l'Institut français, mais en France en particulier, et au-delà de notre réseau de coopération, c'est de faire en sorte que l'apprentissage de langues étrangères soit le plus performant possible et le plus ouvert possible. Euh, c'est évidemment la grande difficulté que j'évoquais. Une fracture sociale, c'est l'accès aux langues étrangères. Et c'est pas forcément uniquement économique, mais quand même, il y a du capital culturel qui joue là-dedans. Et donc,
Aujourd'hui, le monde se fracture entre ceux qui ont accès, celles et ceux qui accèdent à une maîtrise correcte des langues étrangères et les autres. Ça fait des motifs de mobilité, des motifs de carrière professionnelle, de satisfaction, d'insatisfaction. Je dirais même que ça provoque des engagements politiques. Voilà. Donc, l'accès aux langues étrangères dans la maîtrise est un facteur absolument déterminant dans le monde contemporain dans énormément de pays, à part la Corée du Nord. Tu voulais- Allez. On lui donne la parole. Oui, oui. Ahlem, tu peux prendre la parole si tu veux. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais répondre à Rauda, si vous le permettez. Bonsoir, Rauda. Bonsoir. Rauda était ma prof d'italien, hein, parce que moi, en fait, j'ai fait une maîtrise combinée de Oui, français-italien, d'anglais-italien, pardon. Et donc, c'était ma prof. C'est un plaisir de la retrouver aujourd'hui comme collègue. ça me Alors, fait, ça me fait plaisir, Ahlem. Yaïchek. Tu sais, là, des Italiens qui font des interventions en anglais, c'est vite dit, hein, parce que on sait ce que ça donne. Parce que nous, on en souffre dans la cabine après. L'anglais des Italiens, c'est artistique. Mais c'est pour ça que je disais, moi, qu'on a besoin de donner plus de visibilité à notre métier, de nous donner plus de visibilité de manière au niveau professionnel pour que les gens apprennent à nous intégrer, finissent par comprendre qu'on n'est pas la dernière roue du carrosse, qu'on ramène autour de la table juste un prestataire de plus au dernier moment quand on a décidé de l'espace, de la salle, des intervenants, des langues d'intervention, etc. On a besoin d'être impliqué dans le processus et de l'organisation, de pouvoir apporter notre expertise, de pouvoir les conseiller, de pouvoir les orienter. Parce que souvent, ils prennent ce type de décision où quelqu'un va dire, oui, moi, je vais faire mon intervention en anglais, en italien, en espagnol, hein, c'est pas beaucoup mieux, japonais ou autre. Et ça fatigue beaucoup les collègues qui sont dans la cabine, qui vont traduire de l'anglais vers autre chose. Et il n'y a pas de raison alors qu'on a les langues qu'il faut pour pouvoir permettre à ces gens-là, bon, peut-être pas pour le japonais, mais pour permettre à ces gens-là de faire leurs interventions de manière correcte, dans des langues qu'ils maîtrisent, qui donnent une meilleure opportunité de travail pour nous, qui permet d'avoir une meilleure qualité aussi pour les participants, parce que nous, on souffre, oui, mais c'est les participants aussi qui souffrent. Quand on a un Espagnol qui s'agrippe au micro et qui parle à 250 km à l'heure, en anglais, pas facile. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce travail d'éducation et de sensibilisation. Ça, c'est la chose que nous pouvons faire, nous. Et puis travailler au niveau des agences, expliquer aux agences qu'est-ce que ça veut dire une cabine pivot, qu'on n'a pas besoin que des Italiens ou autres parlent anglais. Voilà. Et par rapport à Slim, notre collègue Slim a écrit une question aussi dans le chat pour la combinaison français vers l'arabe et quelles sont les opportunités que ça représente aujourd'hui sur le marché. Alors, je vais avoir tendance à dire que c'est une paire de langues aujourd'hui qui est considérée un petit peu désuète, malheureusement, mais que, encore une fois, le fait de travailler, on a vraiment besoin de travailler auprès des agences, des bailleurs de fonds, des donneurs d'ordre, de toutes les parties prenantes. On doit travailler sur cette notion que le français est la cabine pivot, est la langue pivot sur le marché tunisien, sur le marché régional, sur le marché international. Et que ça, c'est un avantage compétitif que nous, on peut proposer et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui peuvent proposer la même compétence, le même service, avec la même qualité et surtout au même budget. Parce que aller recruter des interprètes pour le français à Bruxelles, c'est pas le même budget du tout. On le sait très très bien. C'est fois 3 et fois 4 le budget. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire, Slim, vraiment, travailler encore une fois sur le concept de la cabine pivot, renforcer le français, parce que malheureusement, pendant les quelques dernières années, le français a été dénigré au profit de la paire de langues anglais-arabe
qui a dominé et bouffé tout le marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens très compétents en français, en anglais et en arabe, c'est vrai, mais le français a quasiment disparu. Ça devient très, très compliqué aujourd'hui de trouver des gens qui passent le français. Et du coup, quand on dénigre le français, eh ben, c'est les autres paires de langues autour du français qui souffrent aussi, y compris la combinaison français-arabe. Voilà. Donc, vraiment, la balle est dans notre camp. On a besoin de parler plus autour de nos thématiques, de nos problématiques, de nous mettre en avant. Et puis justement, il faut renforcer notre groupement, qui est la seule voix aujourd'hui sur le marché qui défend les professionnels et le métier. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Oui, est-ce que je peux, Nadia? Nadia, est-ce que je peux? Je suis dans un taxi, je vais me déconnecter sous peu. D'accord, on va d'abord passer à quelqu'un sur Zoom. Donner la parole C'est à Sonia. Sonia sur Zoom. Voilà, je suis là. Voilà. Je voulais dire un grand merci à monsieur le directeur, parce qu'entre autres, il a rebondi sur la balle d'Ahlem qui a dit on a besoin d'avoir de nouveaux interprètes dans la langue française, et il a dit qu'il s'en occupe, ils sont là, il nous a entendus, c'est très louable de sa part, et on apprécie qu'il y ait des gens qui nous entendent. On a vraiment besoin de nous faire entendre, comme dit Ahlem. Le problème est là, mais personne n'en entendait parler jusqu'à aujourd'hui. C'est agréable de voir qu'on est écouté, que quelqu'un est là pour nous aider. Et puis, comme disait monsieur, même s'il ne reste plus que l'Irlande, et qu'il y a d'ailleurs deux langues officielles, le gaélique et l'anglais, ce n'est pas sa seule langue officielle, c'est vrai qu'à Bruxelles, au moment du Brexit, tous les interprètes anglophones pensaient vraiment qu'il en était fini de leur carrière. Et comme quoi, même dans les pires des conditions, quand on pense qu'il n'y a plus aucun besoin pour une certaine langue, puisqu'il n'y a plus même le pays concerné, pourtant, il y a toujours un effet de rebondissement dans notre industrie, surtout quand on est là, qu'on est solidaire, et puis qu'on explique l'utilité de ce que nous faisons, comme c'est le cas pour dire que la cabine pivot permet d'avoir d'autres langues en Tunisie. Parce que les collègues comme notre cher prof Rauda et les autres collègues, comme tu en fais partie, hispanophones et autres, travaillent tous à partir du français. Donc là, surtout, quand on a les langues pivot, devient clé. On se retrouve à devoir parfois éliminer la langue extérieure, que ce soit l'espagnol ou l'italien, parce qu'on n'a pas de cabine pivot. Donc, on y tient, on en a besoin, et merci de nous soutenir. Et sur ce, je vais devoir vous quitter et vous dire super bon travail tout le monde. À la prochaine. On attend le prochain événement sur. Merci Sonia. On va donner la parole à la salle. Oui. Appuyez sur le micro. Allô, bonjour. Merci pour Tu peux te les trois présenter? Pardon. Je suis Salwa Essaya. J'étais universitaire et maintenant principalement interprète. Je voudrais remercier les trois orateurs pour les trois interventions. J'ai beaucoup appris. Les interventions avaient des perspectives différentes, toutes les trois, mais complémentaires et très intéressantes. J'ai beaucoup appris et je suis très contente qu'il y a une conscience de la part de l'IFT et autres, une conscience de l'importance du français, que le français a régressé et il y a un effort actuellement pour lui redonner sa place dans la société. Également, contente qu'il y ait une conscience de la part du ministère de l'Éducation pour que le français retrouve sa place dans l'enseignement. Mais je voulais évoquer un autre aspect qui a été un petit peu évoqué au début, lorsque le lien a été établi entre la langue et l'identité culturelle. Et ce que je voulais dire, c'est que actuellement en Tunisie, l'outil linguistique de l'identité culturelle dominante dans la rue et autres n'est pas le français, n'est pas l'anglais, c'est l'arabe. Bien sûr, l'arabe, c'est la langue du pays, mais il y a en ce moment une invasion
quelque chose qui n'existait pas dans le passé. Une invasion de médias, de chaînes de télévision, c'est bien sûr, c'est naturel parce qu'il y a plus de médias maintenant qu'il y en avait dans le passé. Mais je voulais dire que dans cette conscience que le français devrait prendre une plus grande place actuellement dans la société, il faudrait également une conscience de cette invasion de la langue arabe, pas le tunisien, c'est l'arabe de l'Orient, l'arabe du Golfe, etc., qui est en train de prendre tout cet espace et qui est lié à l'identité culturelle actuelle. Et donc, je voulais attirer l'attention de tout le monde à ce phénomène et je me demandais s'il existait un effort pour pas contrer cette invasion et cette vague, mais au moins à trouver la voie pour la langue française dans tout cela. Par exemple, j'ai pensé au fait qu'il y a une station radio tunisienne de langue française qui est RTCI, mais il n'y a pas de plateau télé en langue française, par exemple. Il y a plusieurs chaînes de télévision en langue arabe, mais il n'y en a pas en langue française, ni des plateaux, par exemple, en langue française. Voilà, c'était une remarque. Et merci encore. Alors, juste sur la question des médias, le temps que vous transmettiez le micro, monsieur, au fond, mais la règle, c'est qu'on respecte le marché. Vous l'avez dit, le marché en ce moment est plutôt sur l'arabe. Il y a encore RTCI, heureusement. Il y a des émissions qui se font, je pense à Diwan, en français encore. Voilà. Mosaïque, IFM, ou ce qu'il en reste, évidemment, de moins en moins. On en est bien conscient, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions qui vont arriver. Et puis pour ça, je veux quand même reconnaître d'abord et avant tout la grande responsabilité de la France. Je ne parle pas de la francophonie, mais bien de la France. Quand on a décidé de ne plus transmettre gratuitement la télévision publique française sur l'Afrique du Nord, et qu'on a essayé de mettre des chaînes spécifiques, d'abord TV5 Monde, puis France 24. RTV5 Monde, c'est une chaîne, très sincèrement, c'est très dur à regarder, plus de 30 minutes. Hein. Donc, voilà. Ça permet d'endormir les personnes âgées dans les maisons de retraite. Hein, c'est pas, donc, c'est catastrophique. Et évidemment, il y a une responsabilité française parce que les droits qu'on a mis pour pouvoir, personne ne les a jamais payés. On sait très bien que la diffusion de la langue italienne en Tunisie a été très fortement liée à l'accès à la RAI, en particulier la RAI Uno, gratuitement pendant des années. On a fait une grande erreur. On en paye le prix. Voilà, il faut assumer. Un jour, on pourra travailler là-dessus. Et peut-être que c'est sur des contenus, des formats plus en ligne, des contenus sur Internet, qu'on va retrouver, que des publics tunisiens vont retrouver un goût pour les productions audiovisuelles en français. Mais en tout cas, sur la télévision comme média classique, c'est pas la peine de se fatiguer. Et sur la radio, à chaque fois qu'il y a des opportunités, on essaie de les saisir. Oui, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Hichem Ben Khamsa. Je suis traducteur particulier parce que je suis traducteur de cinéma. Et je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, j'avais un engagement. Et donc, je ne sais pas si on a parlé de cette niche. Mais moi, je suis traducteur entre français, anglais et arabe, en particulier, quand on parle d'arabe, de tunisien, même si j'ai déjà traduit des choses qui venaient du syrien ou de l'égyptien vers le français et l'anglais. Moi, je vois un grand lien qui n'est pas évident pour tout le monde. On a un cinéma extrêmement riche en Tunisie, qui s'exporte très bien, et pour lequel il n'y a pas beaucoup de traducteurs. Il y a quelques traducteurs français qui sont francophones. J'ai à mon actif, entre films et traduction de scénarios, etc., au moins une centaine de projets. Et je vois aussi, et surtout c'est un travail de longue haleine, parce qu'en général, quand on travaille sur un film, on ne traduit pas, on ne fait pas le sous-titrage à la fin, on commence en amont
2 ans auparavant, où on traduit la note d'intention, le premier scénario. Et souvent, les scénarios, c'est un bon film, c'est 8 à 10 comment dire, réécriture de scénario. Et ça nécessite surtout une très. Il m'est arrivé de faire de la cabine pour remplacer au pied levé, même si je n'ai pas les qualifications. Un copain qui n'arrivait pas, il m'a dit viens, et puis on avait besoin de toi de l'anglais vers le français, par exemple. Mais je sais, par exemple, pertinemment que cette niche de la traduction de cinéma, et j'espère que ça n'embête personne d'en parler, elle nécessite bien plus qu'une maîtrise de la langue, elle nécessite des maîtrises de culture, elle nécessite des maîtrises de rythme, parce que quand on va à la fin, au bout de 2 ans, et le film est fait, qu'on se met devant sur une station de montage pour placer les sous-titres, il y a tout le référent. J'ai à mon actif, parmi les films, j'ai 3 films qui étaient aux Oscars, par exemple. Un court-métrage, un long-métrage documentaire, un long-métrage de fiction. Les films de Catherine Haney, j'ai eu le privilège de traduire, de faire les sous-titrages anglais des films de Catherine, Mehdi Barsaoui, je peux en citer, je dis, une centaine de projets. Mais je sais pertinemment que on doit tenir compte justement de cette partie culturelle où on doit mettre en avant ces connaissances des 2 cultures. Je vais être très bref, parce qu'on est en fin de journée, j'imagine, pour tout le monde. J'ai travaillé il y a quelques années sur un projet qui n'a jamais abouti d'ailleurs, mais très francophone, vers l'anglais, qui est Super Dupont. Vous vous souvenez de cette... Et donc, il y avait un monsieur, un Français qui était aux États-Unis, qui avait acheté les droits sur Super Dupont et qui m'avait demandé, qui avait écrit un scénario, et je devais le traduire du français vers l'anglais parce que le scénariste avec lequel il travaillait était un scénariste américain juif de Brooklyn ou de Long Island. Et donc, il fallait véritablement lui faire passer ces référents des années 70 avec comment traduire la gitane maïs que fume, que fume Super Dupont à ce juif new-yorkais. Et vice-versa. Donc, moi, ce que je voudrais dire, mais je rebondis sur ce qu'avait dit Madame, parce que quand je suis arrivé, vous parliez de formation. Je crois qu'il y a des niches, effectivement, dans les universités, dans les facs de lettres, dans les facs d'histoire, etc., pour ce type de métier. Parce que des fois, je sais que l'offre en termes de traduction ici n'est pas terrible, alors qu'on traduit du tunisien vers d'autres langues. Aujourd'hui, il y a des films les films tunisiens s'exportent, on les voit en Corée du Sud et en Argentine. Et souvent, les gens qui les traduisent sont des gens qui, dans la conversation, maîtrisent le français ou maîtrisent une autre langue. Mais techniquement, il y a vraiment des choses à développer. Surtout, je vous dis, en termes d'explication du rythme, il m'est arrivé de traduire des chansons, du Malouf tunisien en anglais. Vous imaginez? Et là, c'est l'âme. C'est l'âme le Malouf étant la musique classique tunisienne. Donc voilà, j'arrêterai là, mais c'était juste pour amener une petite pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Alors du coup, je repasserai le, le micro à Harlem. Juste vous dire merci beaucoup et ça nous intéresse beaucoup que ce type de témoignage parce qu'effectivement, il y a une nécessité aussi de connaître les débouchés. Je parlais tout à l'heure de formation, je parlais du travail avec les départements de français qui réfléchissent aux débouchés qu'ils peuvent offrir et à la manière dont ils peuvent positionner leur filière. Et il y a certaines universités en Tunisie qui réfléchissent vraiment sur la question de la traduction et de comment positionner un certain nombre de choses. On a eu des projets aussi un peu parallèles sur la question de la traduction littéraire et notamment de traduction jeune public avec des spécificités et un intérêt à faire connaître tous ces débouchés parce que ça crée aussi un intérêt et une dévocation chez les jeunes. Donc, je serais très preneuse de vos coordonnées pour peut-être pouvoir envisager des témoignages auprès de jeunes qui s'intéressent au cinéma mais ne voient pas du tout le lien avec, avec des compétences qu'ils auraient linguistiques ou autres. Voilà. Merci. Nous allons conclure, mais j'aimerais moi aussi répondre à Hichem. J'aimerais bien justement qu'il y ait beaucoup plus de traducteurs de cinéma et de théâtre, parce qu'il y a les surtitrages aussi pour le théâtre.
Et parce C'est que quelque chose que j'ai fait. J'ai travaillé avec Leila Toubel pour tous ces. bravo, justement, parce que ce que j'ai vu récemment sur les sous-titrages de films et les surtitrages au théâtre, c'était vraiment pas du bon français, hein. Donc, j'espère qu'il y aura de bons traducteurs comme toi pour ce genre de choses. Et puis, tu avais raison de le dire, quand on apprend une langue, ce n'est pas juste la grammaire et ça ne s'arrête pas là. Il y a tout l'aspect culturel, tout l'aspect de la civilisation et j'espère que ça aussi, ce sera pris en compte dans les cursus, dans tous les cursus d'apprentissage de la langue. Voilà. Nous allons conclure ici, je pense il est assez tard. Ahlem, Nadia, pardon. Ahlem, d'accord, je te donne la oui, s'il parole. te plaît, Vas-y. juste une minute. Alors, je voudrais répondre au monsieur qui nous a rejoint, Hichem, c'est ça? D'abord, merci d'avoir pris la peine de venir. Bon, on a eu une petite discussion, je pense, avant que vous arriviez. J'avais parlé de l'importance du français dans plusieurs milieux, pas uniquement pour la traduction, mais dans plusieurs milieux aussi, y compris dans les médias. Et d'ailleurs, j'ai parlé de nouveaux métiers dans les métiers de langue. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, on ne parle plus juste de traduction, interprétariat, mais on parle de métiers de langue, entre autres ce dont vous parlez, vous, c'est une niche, mais aussi c'est un nouveau métier parce que il faut comprendre, vous êtes certainement mieux placé que moi pour l'expliquer, mais traduire un film ou une pièce de théâtre, ce n'est pas juste traduire des mots, il faut se caler sur le tempo, il faut faire attention que ça rentre bien dans la scène. Il y a beaucoup de travail sur le temps, on va changer telle phrase, tel mot, etc. Donc c'est vraiment très technique. D'ailleurs, aujourd'hui, l'une des principales filières de développement de notre métier, c'est ce qu'on appelle la culture Netflix, hein. C'est le streaming qui ouvre beaucoup d'opportunités. Et comme disait Nadia, c'est vrai qu'on voit souvent des traductions à l'écran avec les sous-titrages, et c'est pas ça. On sait que nous, en Tunisie, on est capable de donner une meilleure qualité de rendu en sous-titrage ou alors en voix off aussi, parce que on a une certaine communauté qui se développe en Tunisie sur ces créneaux-là aussi. Et donc, il faut les mettre en avant. Donc, si vous le permettez, je voudrais que quelqu'un dans la salle prenne vos coordonnées pour qu'on prenne contact avec vous, pour travailler là-dessus et pour faire évoluer tout ça. Et d'ailleurs, on a des collègues, malheureusement, qui ne sont pas là ce soir, qui travaillent sur cette niche un peu particulière. Je peux me permettre de citer Lina, peut-être ici. Je crois que c'est celle qui a fait le plus de travail sur ce marché-là particulier. Donc, on a des points de rencontre, on a des choses à discuter ensemble. Euh, Pour le reste, je voudrais remercier tout le monde. Merci d'avoir été patient avec moi, avec ma voix horrible ce soir. Et à très très vite. Je vous rends le micro. à propos de Netflix, 5 secondes. 5 secondes. Alors, Netflix, il faut savoir qu'ils font appel à l'IA. J'ai au moins une demi-douzaine de films sur Netflix, mais ils n'ont jamais utilisé nos sous-titrages. Je vous propose qu'on en parle plus tard parce que là, on doit rendre la salle. On est attendu pour un cocktail qu'on vous propose au Balthazar, au café juste à côté. Je propose qu'on poursuive les échanges au Balthazar et qu'on clôt les débats. Merci beaucoup. Nadia, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tout particulièrement Monsieur Rousseau, directeur de l'IFT, et Madame Célestine Bianchetti, qui est en charge du français, elle aussi à l'IFT. Et j'aimerais vous remercier tous de votre belle présence. J'aimerais remercier Ahlem de son excellente présentation également. J'aimerais vous remercier tous ceux qui ont pu intervenir, qui sont là, qui ont pris de leur temps. Et j'aimerais remercier aussi Elias Amri qui nous a offert ce lien Zoom et son technicien. Voilà, merci beaucoup. Et à tout de suite, nous nous retrouvons pour un cocktail donc offert par l'IFT à côté.
Merci à toutes les personnes qui se sont